Aujourd'hui, nous avons le plaisir, non, l'honneur, de recevoir un homme, un vrai, qui fait de l'entreprise bien plus qu'un métier. C'est son engagement. Patrick Martin est à la tête du MEDEF depuis 2023, mais son histoire, elle commence bien avant. Bien avant les ordres de la représentation patronale. Elle s'écrit dans une entreprise familiale née en 1829, une maison indépendante, transmise de génération en génération, qu'il a accompagnée dans son développement, tout en préservant avant tout son âme. Le goût du travail bien fait, la proximité humaine avec des équipes incroyables et l'ancrage dans les territoires. Tu aimes la France, le plus beau pays du monde. Cher Patrick, il y a cette conviction profonde que derrière chaque entreprise, il y a d'avoir des femmes et des hommes, des savoir-faire, des histoires vraies, en fait une aventure humaine, une aventure collective. Cet esprit de conquête, il le retrouve aussi dans sa passion pour la haute montagne. Là-haut, face au sommet, il retrouve les mêmes valeurs qui guident son parcours. L'effort, le sens du collectif, la préparation, l'humilité, la confiance et la force du collectif. Plus que jamais, la force. Parce qu'aucun sommet ne se gravit seul. Entrepreneur, dirigeant engagé et amoureux des défis. J'allais dire amoureux de la vie. Patrick Martin porte aujourd'hui une ambition, faire de l'entreprise une force pour la société. Patrick, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui pour La Vie, la Mer, avec deux personnalités incroyables qui sont devenus animateurs reconnus et incroyables sur nos territoires. Nathalie Mercier-Perrin, patronne, je peux le dire, parce que tu es en face du patron des patrons, du cluster maritime français. Bienvenue à toi. Merci Patrice. Et puis Jean-Charles Orsucci, qui est aussi un ami de longue date, un homme de cœur et un homme de valeur, qui est le président de l'ANEL, mais aussi maire de Bonifacio, une belle ville. Donc, quand on parle des territoires, ils savent de quoi on parle et on démarre avec toi. Merci. Bonjour Patrice et bonjour Patrick, bonjour Président. Vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui pour cette émission. La vie, la mer, en fait, c'est un concept qu'on a créé avec Patrice pour parler de ce qui est essentiel, c'est la vie. Et la vie démarre dans la mer. Et on le sait tous les deux, la mer représente 90% de nos vies. Et moi, je suis ravie d'échanger avec vous parce que on vient d'avoir un temps fort avec la REF. On rentre dans un temps politique très fort au moment où on parle. Et avant de rentrer dans les questions techniques, j'aimerais avoir votre premier souvenir, votre premier rapport avec cette mer que nous chérissons tant. Je voudrais commencer par vous remercier tous de m'avoir invité et puis te remercier singulièrement, Patrice, pour tes propos élogieux qui m'ont beaucoup touché, mais qui m'ont mis en difficulté parce que souligner que je suis montagnard avant toute chose alors qu'on va parler de la mer, ça me discrédite totalement. C'est Saville-le-Lac, il y a le plus beau lac d'Europe. Et je précise que du haut du Mont Blanc, par beau temps, on voit l'étang de Berre. Ah, voilà. Voilà. Ouf. Je me tire Sauvé. d'affaire. Je me tire d'affaire. Pardon, oui, donc... Premier souvenir avec la mer. Premier souvenir avec la mer, c'est un souvenir d'enfance. Mes grands-parents maternels avaient la chance d'avoir une maison en front de mer en Normandie, à Hermonville-sur-Mer, dans le Calvados. Et on y passait des vacances merveilleuses avec mes 22 cousins, frères et sœurs. Et c'est une époque, finalement pas si longtemps après la guerre, où on trouvait dans le sable, c'était la plage du débarquement de Sword. Et on trouvait dans le sable encore des baïonnettes, des casques, des choses comme ça. Les parents étaient terrifiés. Et on adorait aller là-bas. On faisait des grands trous dans le sable. Et puis par ailleurs, ma mère était voileuse. Donc c'est des souvenirs merveilleux avec le temps normand. Voilà, et donc maintenant vous êtes président du MEDEF et ce regard avec l'océan, avec la mer, il a probablement changé puisque vous êtes évidemment un acteur de premier plan en termes économiques. Quel est votre regard aujourd'hui sur cet espace assez incroyable des 11 millions de kilomètres carrés et cet archipel France en fait? Mon regard, c'est une forme d'interpellation parce que l'actualité, parfois brûlante, nous rappelle combien la mer est importante à tous égards, sur le plan environnemental, mais sur le plan géopolitique, sur le plan commercial. Mais je suis assez frappé, c'est en tout cas ma lecture des choses, de voir que finalement les Français s'intéressent pas autant que ça à la mer. On est un peuple assez terrien en définitive. Et on a tort.
Et on a tort, donc moi j'ai pleine conscience des enjeux, ceux que je viens de rappeler, hein, notamment l'enjeu environnemental. J'ai pleine conscience de l'importance de la mer et par voie de conséquence de la nécessité que nous tous, Français, quelles que soient nos fonctions, eh bien on y porte beaucoup plus intérêt et puis qu'on tire mieux parti en définitive des atouts absolument incroyables dont dispose la France s'agissant du domaine maritime, des façades maritimes, des ports, de la flotte. Donc il faut faire plus et mieux. Voilà, vous l'avez dit, l'économie bleue prend une place très très importante et c'est même une des colonnes vertébrales de notre économie française. Aujourd'hui, quelle est selon vous la force de cette économie bleue ou qu'est-ce qu'elle devrait être pour avoir une France compétitive et souveraine? La force, déjà, on a des champions. Et quand j'ai des champions, c'est pas forcément les plus grandes entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques semaines, j'étais au Havre pour le baptême, on dit ainsi, hein, du CMA-CGM Notre-Dame, hein, le premier d'une série de 10 porte-containers absolument hallucinants, enfin 400 mètres de long, 24 000 containers embarqués. Donc on a des acteurs majeurs, en l'occurrence le 3e armateur mondial, et on a également un foisonnement de start-up, et puis tout un tissu de PME, de PMI, dans des domaines très divers. Ça peut être le nautisme de plaisance, j'ai évoqué à l'instant les grands acteurs du transport maritime, on a des acteurs de premier plan dans l'installation, la maintenance et l'exploitation de câbles sous-marins. On sait combien c'est important autour de cet enjeu qui est devenu absolument vital lui aussi, celui des data, de la transmission des data. On a une flotte militaire qui tient son rang. On a une industrie navale, à la fois civile et militaire, qui mondialement tiennent leur rang. Donc on a déjà une base installée qui est absolument remarquable. On a 500 000 emplois directement liés à la filière maritime. On a notre domaine ultramarin auquel je suis très attaché. Je me suis rendu il y a quelques semaines encore aux Antilles. C'était la 3e fois que je me rendais au titre du PDF. J'étais allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, moi, je suis très conscient de tout ça. Mais j'exprime également une forme de frustration parce que on peut faire certainement beaucoup plus et beaucoup mieux. Je pense par exemple à la pêche, m'étant rendu à Lorient l'été dernier, j'ai visité une entreprise magnifique dans le traitement des produits de la pêche. J'avoue que quand l'industriel m'a dit quelle était la provenance des poissons qu'il traite, j'étais un peu ébranlé parce qu'il n'y avait pas, de mon point de vue, suffisamment de pêche française. Voilà, effectivement, ça c'est un sujet des enjeux 2027. La politique commune de pêche, elle est probablement à revoir et de manière assez radicale parce que la France apporte 60% de son espace français à l'Europe et c'est vrai que ces calculs sont un peu biaisés. Aujourd'hui, 85% du poisson qu'on consomme n'est pas issu effectivement de la pêcherie, on va dire ça comme ça, française. Et on peut rappeler, vous parlez de décarbonation, on rappelle que quand même la flotte de pêche a en moyenne plus de 30 ans d'âge ici en Hexagone, qui travaille avec un outil de travail de 30 ans, peu de monde. Donc effectivement, ce sont des grands enjeux 2027. Nathalie, Jean-Charles, on parle Oui. souvent de puissance maritime qui s'ignorent ensemble quand on discute. La France, elle possède pourtant le 2e espace maritime mondial. Est-ce que tu penses que notre potentiel maritime, il est sous-exploité? Moi, je suis absolument convaincu, à tous égards. Je ne pense pas être là pour parler de la dimension militaire ou géopolitique à proprement parler. Économique est cet enjeu, mais sur le plan économique, oui. Par exemple, quand on se rend aux Antilles et qu'on voit combien d'autres territoires antillais non français, sur le plan du tourisme, sur le plan de la maintenance des navires, ont développé des compétences, des capacités incroyables et que nous, pour toutes sortes de raisons qui sont très françaises, en définitive, de complexité administrative, d'inadaptation des formations aux besoins de cette filière, mais d'autres filières encore, on se dit c'est un peu rageant. Alors moi, je suis pas du tout résigné, en aucun domaine, mais sur celui-ci en particulier, le fait qu'il y ait cette prise de conscience, le cluster maritime y contribue beaucoup, et qu'il y a à partir de là cette mobilisation pour mieux valoriser tout le potentiel maritime que l'on a, ça me rend optimiste, mais enfin il y a une forme d'urgence. Je cite une nouvelle anecdote, j'évoquais à l'instant le baptême du CMA-CGM Notre-Dame, lors de son discours, le maire du Havre, alias Édouard Philippe, rappelait que le port du Havre avait été créé par, je ne sais plus si Henri IV ou François Ier, enfin ça avait pris 6 ans. Là, la fameuse chatière qui va permettre de connecter le port en eau profonde avec tout le réseau intérieur, est enfin mise en service. Il a fallu près de 30 ans pour y arriver, alors qu'on a quand même des moyens technologiques et des moyens financiers d'ailleurs d'une toute autre ampleur. Donc il y a nécessité, au-delà de la prise de conscience, d'une accélération et d'une priorisation.
Les Outre-mer, vous l'avez dit, Patrick, sont centrales dans notre économie, en tout cas par leur dimension géographique, réparties sur les 13 fuseaux horaires. On peut aussi dire, et je le dis au président du MEDEF, faire attention à ce qui se passe aussi en Europe, puisque vous savez que dans le Ocean Act et l'Ocean Pact, alors c'est assez technique pour ceux qui nous écoutent, mais on va dire c'est la réglementation, les nouveaux enjeux européens et la redistribution un peu de l'Europe. Il ne faut pas oublier que la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, et je m'adresse aussi au président de l'ANEL, sont des territoires qui ne sont pas toujours, qui ont des statuts un peu différents et qui pourraient sortir du calcul de l'espace européen en fonction des statuts, puisque certains sont autonomes, plus ou moins autonomes. Donc faisons attention à ça. Ma question est... Pardon, je peux me permettre Oui, de bien réagir. sûr. Bien sûr. Alors, il se trouve que, toujours au titre de mes fonctions de président du MEDEF, je me suis rendu en Polynésie française, je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie. On a sur chaque territoire des problématiques très singulières, mais j'allais dire, j'ai touché du doigt, du bout de l'orteil dans l'eau, l'impérieuse nécessité qu'on prenne en compte ces territoires. Et c'est vrai qu'au regard de beaucoup de nos partenaires européens qui n'ont pas du tout la même histoire, qui n'ont pas du tout la même géographie, ces territoires passent pour être exotiques et à certains égards anachroniques. Oui, On revendique le fanion français sur ces territoires en bonne intelligence. Bien sûr, mais cet espace qu'il nous apporte, c'est 97% quand même de l'espace français. Et côté Europe, sur l'Europe a 22 territoires ultramarins, il y en a 13 qui sont apportés par la France. On a cette singularité. Selon vous, comment, pour 2027, nous on a quelques idées au cluster maritime français, mais comment faire en sorte que ces territoires ultramarins soient des moteurs de croissance, d'emploi et de compétitivité, parce qu'ils ont des localisations qui sont extrêmement intéressantes en termes de régionalisation aussi. Bien sûr. J'évoquais tout à l'heure mon déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un peu scandaleux qu'on ait délaissé nos zones de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que Saint-Pierre-et-Miquelon, de tout temps, visait de la pêche, avec derrière des conséquences invraisemblables en termes d'emploi, en termes de finances publiques. Enfin, on a parfois un talent singulier en France pour se tirer des balles dans le pied. Donc oui, il faut non seulement assumer et s'honorer d'avoir tous ces territoires ultramarins, que dans le prisme métropolitain, on dit hexagonal, dorénavant, on considère un petit peu comme... c'est loin des yeux, loin du cœur. Et on en parle souvent comme étant des problèmes. En réalité, à nouveau, pour les avoir pratiqués, moi, une fille qui a vécu pendant 5 ans en Guyane, je me suis rendu régulièrement en Guyane. Je sais qu'il y a un potentiel absolument incroyable. Alors, il faut, cas par cas, quand même, ramener un peu d'ordre public. Il faut, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'on fasse un effort singulier sur la formation, les compétences dans ces territoires, parce que c'est quand même choquant qu'une bonne partie des jeunes quittent ces territoires ultramarins pour venir, pour la plupart d'entre eux, dans l'Hexagone. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais bien souvent, ils ne retournent pas là-bas, donc c'est une perte de chance, une perte d'opportunité pour ces territoires. Et puis, j'ose dire quand même qu'on adapte un certain nombre de réglementations qui sont peut-être pertinentes sur le continent, mais qui le sont probablement beaucoup moins là-bas. Des règles d'urbanisme, je cite là aussi un exemple. On sait ce qui s'est passé à Mayotte. Moi, je me souviens très bien avoir rencontré le ministre de l'Outre-mer pour lui dire, écoutez, on est dans l'urgence pour construire là-bas et on a une administration qui veut absolument, malgré les circonstances et malgré la singularité du territoire mahorais, impérativement respecter les délais, respecter les réglementations métropolitaines. On a des gens qui sont à la rue et en détresse. Donc voilà, prenons en compte la singularité de ces territoires et arrêtons de les considérer comme d'éternels problèmes, faisons au contraire des grandes opportunités. Président, moi, depuis tout à l'heure, franchement, je souris. Je ne vais pas dire que je bois vos paroles parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais d'abord, je vais vous faire une petite remarque, c'est qu'on a au moins un point commun, c'est que vous savez que les Corses, ça semble être des marins. Alors, un peu les Bonifaciens, les gens du Cap Corse, la réalité, c'est que c'est une île dans la mer et qu'on est beaucoup plus montagnard. Alors, j'imagine que vous avez fait le Gervin, ce que je n'ai pas fait. Je suis sûr que vous l'avez fait parce que si j'ai entendu... Monte-Cinto en ski de randonnée. Bravo, je savais. Et bon, vous m'avez déjà dépassé. Je le savais qu'elle m'avait déjà dépassé. La deuxième remarque, c'est que je me régale depuis tout à l'heure parce que vous pourriez... Alors, je n'aurais pas la prétention de prendre votre place, mais par contre, vous pourriez prendre la mienne parce que tout ce que j'entends depuis tout à l'heure sur votre analyse de la situation vis-à-vis de la mer, ce sont les propos, ça peut être aujourd'hui, Nathalie peut le redire, ce sont les propos que tient l'Association nationale des élus des littoraux. En permanence, j'ai ce discours-là, j'ai cette analyse que vous faites sur tous les sujets. On va un peu l'évoquer. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à l'inverse, ma question ne va pas porter
porter spécifiquement sur le volet maritime, mais elle va parler de l'entreprise dans nos territoires, qui sont aussi des territoires comme les autres, où la question que j'ai envie de poser au président du MEDEF, c'est est-ce qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, et on voit bien que c'est difficile d'avoir des moyens supplémentaires, et je pourrais vous donner 10 exemples sur le maritime, mais dans les entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a encore besoin d'aide, ou est-ce que vous pensez que le plus important, c'est plutôt la visibilité de nos entreprises sur les 10 ou 15 ans? C'est la deuxième option. On nous caricature souvent comme étant d'éternels solliciteurs, quasiment des mendiants. On nous bassine avec des chiffres d'ailleurs totalement erronés sur les aides que percevraient les entreprises, qui sont en réalité plutôt les compensations de surtaxation par comparaison avec ce qui existe dans des territoires des pays immédiatement concurrents. Non, donc prioritairement, nous, ce dont on a besoin, c'est de simplicité, de visibilité et de stabilité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, a fortiori ces dernières années, on a été emporté dans une espèce de maelstrom législatif et réglementaire, un peu au niveau européen, beaucoup au niveau français. Donc finalement, c'est un propos libéral que je tiens. Alors c'est pas philosophique, c'est pragmatique, de grâce d'abord qu'on travaille en confiance avec les élus locaux, quelle que soit leur sensibilité, et puis et ça, c'est tout mon enjeu dans la perspective des élections présidentielles et législatives, immanquablement, qu'on réinstalle en définitive l'économie dans la décision publique. Moi, je suis assez effaré par ça, de voir que les mêmes qui sont bien contents quand on crée des emplois, quand on investit, quand on innove, quand on développe des territoires, nous oublient assez rapidement quand on parle de compétitivité, quand on parle d'innovation, quand on parle de jeunesse et de formation, qui est mon combat prioritaire, la jeunesse et les formations, y compris dans les territoires ultramarins, j'ai évoqué. Voilà, et qu'on rétablisse donc une relation de confiance, une relation loyale, exigeante, normalement exigeante, de part et d'autre. Mais je suis tellement convaincu que notre pays a des capacités incroyables, notamment liées à son domaine maritime, mais pas que, qu'il y a une forme de gâchis français auquel on ne peut pas se résigner. Et dans la continuité, alors on va se multiplier souvent les livres blancs, hein, c'est vrai. Alors nous, on voudrait en écrire un peu particulier, c'est plutôt un livre bleu. Est-ce que justement, vous avez, alors d'ailleurs, est-ce qu'il existe au MEDEF, je dirais, des gens qui réfléchissent spécifiquement sur la mer, sur cet élément-là, comme on peut avoir à l'AMF, je dirais, des gens qui travaillent spécifiquement sur la. Est-ce que vous avez cette réflexion-là? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous aider à rédiger avec le cluster maritime un livre bleu qui serait une feuille de route pour les prochaines années? Très volontiers. Alors, pour répondre à votre question, en précisant qu'on a un MEDEF Corse absolument extraordinaire. Mais c'est vrai en toute chose au MEDEF, on a deux angles. On a un angle territorial, et de par la capillarité, je dirais, de nos présences territoriales, y compris dans les territoires ultramarins, mais sur toute la façade maritime hexagonale, on a cette intimité, je dirais, avec toute l'économie de la mer. J'évoquais les chantiers maritimes. Quand je vais à Cherbourg, je sais que Cherbourg vit largement quand même de la Val Group. Par ailleurs, on mesure mieux, allez, je vais dire ainsi, on mesure mieux qu'à une époque tous ces enjeux qui tournent autour de la mer. 90% du fret, c'est maritime. Et donc, oui, on est très motivé, et à partir de là, évidemment, très demandeur de participer à l'élaboration de ce livre bleu. Puis ensuite, on a tous, je crois, un véritable enjeu, parce qu'on fait toujours des travaux extraordinaires. Toujours. Parce que nous sommes des gens volontaires, déterminés, pertinents, collectifs avant toute chose. Mais le vrai enjeu, c'est de porter ça ensuite dans le débat public. Je ne vais pas dire pour éveiller les consciences, mais quand même pour qu'on mette cet enjeu de la mer, d'une manière générale, à la juste place qu'elle mérite, c'est-à-dire beaucoup plus haut dans la hiérarchie des priorités. Et si on poursuit aussi dans cette réflexion, je pense qu'il y a eu des erreurs. Bon, moi, je suis dans la catégorie politique, entre guillemets, mais on va dire que du côté du MEDEF comme des politiques, il y a eu consensus pour désindustrialiser la France, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a au moins consensus pour réindustrialiser la France. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je voudrais connaître aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, votre vision sur la réindustrialisation à travers le prisme maritime. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos ports peuvent jouer ce rôle-là? Est-ce que le secteur du maritime, du fret et tout, peut jouer un rôle important en la matière? Alors, avec respect et amitié, si vous me permettez, je ne peux pas vous laisser dire que le MEDEF a été complice et a fortiori moteur dans la désindustrialisation de la France. Ça fait au contraire des décennies
que l'on s'émeut, que l'on s'inquiète, que l'on s'insurge contre la désindustrialisation de la France, parce qu'on mesure parfaitement les effets que ça a pour l'industrie directement, mais globalement pour la prospérité du pays, pour l'emploi, pour On les sait pas que par opportunisme, il y a eu quand même des chefs d'entreprise qui, par facilité, ont fait des choix qui ont amené à cette situation. Je dis pas que d'ailleurs c'était peut-être dans l'air du temps, c'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais voilà, quand je vous dis le politique qui n'a pas été peut-être contraint, qui a accompagné le système, non, vous êtes convaincu que c'était un mouvement qui a échappé à tout le monde. Le MEDEF, on représente 240 000 entreprises, je ne mettrai pas ma main à couper, je ne vous jurerai pas la main sur le cœur, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a pas eu ici et là quelques comportements déviants. Mais l'essentiel de l'explication n'est pas là. L'essentiel de l'explication est tient au fait que la France n'a pas suffisamment pris en compte, et singulièrement depuis 20 ans, l'évolution profonde de l'économie mondiale. Et si on ne se dote pas nous-mêmes des moyens de la compétitivité et de l'attractivité, il ne faut pas s'étonner à un moment donné, dans une logique de survie, qu'un certain nombre d'entreprises fassent des arbitrages. Et l'autre point plus positif, c'est que nos entreprises, pas que les grandes, ont été particulièrement efficaces pour capter un certain nombre de marchés, technologiques ou pas, à travers la planète, on s'en porte bien, parce qu'à la fin, ça bénéficie quand même au territoire national. Bon, il n'en demeure pas moins qu'on s'est très excessivement désindustrialisé et qu'il faut d'urgence y remédier. Le président de la République a fait beaucoup dans ce sens-là, mais c'est vrai que ces toutes dernières années, il y a une forme de détricotage de cette politique de l'offre qui fait que là, on avait beaucoup progressé en termes d'efficacité, pour employer un terme générique, on est en train de stagner, voire de régresser. Est-ce qualité de président du MEDEF? Je m'en émeus suffisamment, ça ne plaît pas, mais moi, au moins, je dis ce que je pense et ce que pensent nos adhérents. Bien, s'agissant spécifiquement des industries de la mer, alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais c'est vrai d'ailleurs dans l'aérien, par exemple, ou le spatial, le fait que la France ait su garder une capacité technologique et industrielle sur les industries navales d'armement, on s'en porte bien à l'instant, c'est les événements qui l'imposent. Enfin, si on n'avait pas su maintenir contre vents et marées, sans mauvais jeu de mots, cette industrie, on serait bien embarrassé. Ensuite, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu tardive, un peu faiblarde, par exemple autour des ports. C'est fondamentalement choquant. Alors, je vous avoue, tout mon épouse est hollandaise, donc je vais de temps à autre à Rotterdam. Bon, objectivement, la France peut et doit faire aussi bien et mieux que Rotterdam. Alors, il y a un petit passif, il va falloir remonter ça. L'interconnexion avec tout l'Interland, le canal Seine-Nord, ce que j'évoquais tout à l'heure, le Châtillon au Havre, ce qui est en cours d'investissement sur Fos, enfin tout ça fait qu'on sent qu'il y a comme une meilleure prise en compte de ce potentiel maritime. Mais on n'est pas encore à l'échelle. Donc il y a un dossier générique sur l'industrie d'une manière générale, avec tous les enjeux de compétitivité, de fiscalité, de formation et de compétences. Et puis il y a un focus particulier à apporter à l'industrie tournée vers le maritime. Et là aussi, on a des leaders mondiaux, donc dans la navigation de plaisance. Oui. Mais je voudrais juste peut-être apporter ma pierre à cette petite conversation pour rappeler que le port et les industriels, c'est le combo qui marchera à partir de 2027. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et on en reparlera de toute façon indépendamment de cette édition, mais un port fort, c'est aussi un port qui a des industries autour pour pouvoir débarquer et embarquer. Parce que sinon... pourquoi prendre Le Havre plutôt que Rotterdam s'il n'y a pas toute une architecture industrielle autour de ces ports-là? Donc, il y a une vraie question quand on parle de réindustrialisation. C'est vraiment un des vecteurs de communication autour du port pour pouvoir effectivement avoir de l'attraction d'emploi et de la formation. Et on dit quand même, on redira tout à l'heure bon, un chiffre, mais un port fort, c'est aussi un port qui va faire de l'Interland et jusqu'en Savoie et ailleurs, puisque ces marchandises qui arrivent partent évidemment bien au-delà du port concerné, elles viennent drainer au moins l'Hexagone, voire d'autres pays européens ensuite. Donc, on a d'énormes enjeux, alors bien sûr, d'attractivité, de compétitivité, de réindustrialisation. Enfin, on a également, à travers tout ce secteur maritime, d'énormes enjeux environnementaux, d'énormes enjeux, bien sûr, de souveraineté. Enfin, je ne vais pas ne parler que de cette magnifique entreprise. Enfin, sur le plan de la motorisation, les fameux dits super... Au GNL, ils sont au GNL. Et c'est presque une première mondiale. Tout ce qui se ferme autour du digital également, sur l'optimisation du transport maritime, tout ça est extraordinaire. Et la France, comme dans bien des domaines, a un savoir-faire extraordinaire. Il ne faudrait pas qu'une fois de plus, elle
passe à côté. Je rebondis sur un mot que tu as signalé, le mot souveraineté. Les crises récentes, elles ont rappelé que les routes maritimes concentrent les grands enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les infrastructures numériques, la sécurité des approvisionnements. Les yeux dans les yeux, Patrick Martin. La souveraineté nationale peut-elle encore concevoir, se vivre sans une véritable ambition maritime ? Non, alors moi je suis très européiste, sans naïveté, en étant assez critique sur un certain nombre d'inerties, plus que de dérives au niveau européen. Mais il se trouve que la France, c'est la géographie qui est devenue d'une certaine manière, l'histoire aussi. La France peut et doit être un fer de lance européen en la matière, sur le plan maritime. Évidemment qu'on ne peut pas assumer notre souveraineté si on n'a pas une force de frappe maritime puissante. Nous, on est à 100 lieues. Et bien sûr que les chaînes de valeur se réarticulent, elles doivent se réarticuler pour s'exonérer, ou en tout cas relativiser un certain nombre de dépendances. Est-ce que ça signifie que l'avenir est purement continental ? C'est impossible. C'est absolument impossible. Et c'est ce qui vaut MEDEF, avec prudence, avec raison, avec des arguments robustes, de dire que il faut développer de nouveaux partenariats dans le cadre d'accords de libre-échange qui précisément nous permettent de nous exonérer de certaines dépendances à l'égard de la Chine, des États-Unis dans certains cas, pour mieux nous ouvrir à l'Amérique latine, pour mieux nous ouvrir à l'Inde, à l'Indonésie. Et derrière tout ça, il y a essentiellement du maritime. Et je suis heureux en tout cas d'avoir entendu, parce que je partage ce sentiment, souveraineté nationale et souveraineté européenne. Ce que dit souvent le président de la République, il a raison. D'ailleurs, c'est ce qui devrait faire consensus pour nous aujourd'hui. Dans le monde qui se construit, on devrait être forcément là-dessus. Mais pour ça, il faut aussi une culture maritime. Tout à l'heure, on l'a évoqué un peu, on est passé peut-être un peu rapidement. On est plutôt tous convaincus autour de cette table qu'il n'y a pas trop de culture maritime française. Et j'ai entendu tout à l'heure, et je suis heureux d'entendre le MEDEF le dire, parce que je pense que ça aussi, ça doit être partagé par tous, par quelles que soient nos convictions politiques, la jeunesse et la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le MEDEF a une stratégie, a une idée pour cette culture maritime dès l'école ? Est-ce que vous êtes convaincus, vous aussi, qu'il faut, et notamment nos écoles maritimes, est-ce qu'il faut que ça prenne davantage de poids dans notre culture française ? Dont des enjeux de féminisation, si je peux me permettre. Bravo. Bien évidemment. Plus généralement, nous, on a une responsabilité et un intérêt, parce qu'il faut dire les choses, éminent à ce que nos jeunes prennent mieux conscience de la réalité du monde. Et pas simplement pour s'angoisser, mais surtout pour identifier et saisir des opportunités extraordinaires. Donc, singulièrement s'agissant du maritime, tout ce qu'on vient de dire et qu'on partage d'évidence doit être porté auprès de la jeunesse, parce que si, par ignorance ou par tradition, nos jeunes n'ont pas conscience de toutes ces opportunités qui peuvent exister dans toute la diversité des secteurs économiques et des territoires qui peuvent être portés par l'économie maritime, ils se priveront même d'un certain nombre d'opportunités. Donc nous, on est très focus sur ces enjeux-là, de connaissance des réalités du monde et de l'économie du monde, d'orientation, parce qu'il y a là aussi un gâchis humain qui est profondément choquant, d'abord pour les jeunes eux-mêmes et leur famille, et ensuite de formation, et donc tout ce qu'on pourra faire pour déployer, mais surtout pour mieux faire connaître les opportunités en formation et ensuite en emploi autour du maritime, c'est évidemment du pas béni. Dernière question, on va parler des Français qui vont voter dans quelques mois. Je voulais juste peut-être faire un tout petit point. On a beaucoup parlé du port. Vous avez parlé tout à l'heure de la Chatière. Donc on est sur le fleuve. Et vous avez parlé de la Hollande, entre autres, des Pays-Bas. Nous avons que votre femme est donc de ce pays. Je voudrais juste dire que la France aussi, elle doit développer son hinterland. Vous avez beaucoup parlé de décarbonation. Derrière tout ça, c'est de nouveau la compétitivité, c'est l'utilisation de notre espace interne, géré et, je dirais, organisé d'une autre manière, puisque tout existe. Il faut simplement organiser un plan de circulation et de mobilité, à mon avis, dans les prochaines années. Oui, pardon, Oui, mais j'ai évoqué Seine-Nord, je suis Lyotais, Oui. donc je vois bien que
Il y a peut-être un sous-équipement, en tout cas une sous-exploitation du transport fluvial également. Absolument, C'est retombe sur tous ces enjeux de décarbonation, de saturation d'un Oui. certain nombre d'infrastructures, en l'occurrence routières. Donc tout ça converge. Oui, il faut un Oui. hinterland puissant. Donc, dernière question, en tout cas, dernier commentaire, parce qu'on en a beaucoup parlé. Je voudrais effectivement rappeler que dans quelques mois, il y a une élection, on rentre et on est déjà dans un temps politique assez fort. On a compris, le maritime, c'est pas une filière, c'est une structuration et une pensée de notre économie. 3 millions de personnes vivent directement ou indirectement de cette économie. Et je pense que le chiffre est très, très en deçà de la réalité, hein. Mais en tout cas, avec 3 millions de personnes, je dirais, à convaincre sur un programme et un projet politique, un livre bleu, on en reparlera, qui viennent structurer notre pensée. Je voulais évidemment que vous puissiez synthétiser notre interview. On a compris que le maritime, pour vous, c'est extrêmement important, c'est dimensionnant. Est-ce que vous avez un message un peu plus généraliste à faire passer à ceux qui nous écoutent? Et puis, un autre message pour le président de la République, au moment où, effectivement, on est au moment du bilan. Si vous aviez une seule décision à demander au président de la République à quelques mois de l'échéance présidentielle, laquelle serait-elle avant qu'il puisse effectivement remettre son mandat, évidemment, dans les urnes? Bon, on risque de passer pour un peu grandiloquent. Je l'ai évoqué déjà, c'est la jeunesse. Tout ce qu'on peut faire pour la jeunesse, c'est du bien qu'on se fait à nous-mêmes. Ça embrasse en définitive tous les sujets d'intérêt général, de taux d'emploi, de financement de notre protection sociale, de logement, de sécurité, d'espoir versus désespérance. Quand je vois 1 400 000 NEETs, dont beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur, je me dis que c'est absurde et c'est une singularité française. Donc ça vaut pour tous les secteurs d'activité, tous les territoires, tous les domaines. Donc oui, s'il y a un message à passer au président de la République, c'est celui-là. Occupons-nous de la jeunesse, on s'occupera de tout. Le dernier mot. D'abord, un grand merci Jean-Charles, grand merci Nathalie, et te dire 2 choses. En fait, tu embarques la positive génération. La positive génération, c'est la jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Embarquer les gens, faire ce collectif avec simplicité, proximité humaine, volonté et optimisme. Ça a été ta démonstration dans cette interview. Merci. 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 Merci beaucoup.